assez facilement identifier ces neurones par un anticorps, soit anti-pro-opio-mélanocortine, soit par un anticorps anti-ACTH, anti-MSH, etc. Puisqu'ici, il n'y a pas d'enzyme de transformation, mais une biosynthèse par traduction protéique, puis clivage. Et ceci se faisant dans le corps cellulaire du neurone. On pourra également détecter ces neurotransmetteurs peptidiques au niveau des extrémités synaptiques par immunohistochimie, puisqu'il y a au niveau des extrémités synaptiques une accumulation des vésicules qui contiennent ces neurotransmetteurs peptidiques. D'accord ? Alors, les récepteurs aux neurotransmetteurs. Alors, ils sont présents, bien sûr, aussi sur le neurone présynaptique, mais aussi sur le neurone postsynaptique, puisque l'ensemble des neurones a une diversité de neurotransmetteurs, et je ne vais pas vous faire le cours de mon collègue et ami Jacques de Monteminard, qui a dû vous parler aussi de ça, puisqu'il a fait beaucoup de neurobiologie. Ces récepteurs aux neurotransmetteurs, ce sont des récepteurs membranaires, alors de façon très simple, soit ce qu'on appelle des récepteurs couplés aux protéines G, on les appelle des métabotropiques, qui généralement sont séparés des canaux ioniques dont ils régulent le fonctionnement, avec en fait une action un petit peu plus lente, différée, soit des récepteurs canaux ionotropiques, qui seront responsables d'une action plus rapide, soit dépolarisante, soit hyperpolarisante. Vous avez vu ça, j'imagine, dans le cours de biologie cellulaire avec Jacques de Monteminard. Et en fait, un même neurotransmetteur peut agir par l'intermédiaire de plusieurs récepteurs distincts, codés par des gènes d'une même famille. Et donc il peut y avoir plusieurs centaines de récepteurs pour un même neurotransmetteur. Un même neurone possède de très nombreux récepteurs apparentés, mais différents pour des neurotransmetteurs distincts dans des localisations, excusez-moi pour le S, membranaires variables. Et ça, on l'a vu, il peut y avoir différents récepteurs. Alors, les récepteurs dendritiques ou axodendritiques, les synapses axodendritiques et les récepteurs dendritiques sont les plus nombreux, mais il y a aussi des synapses au niveau du corps cellulaire, voire au niveau de l'axone. Et par rapport à un neurotransmetteur, l'agoniste est une molécule qui produit sur le neurone postsynaptique le même effet que le neurotransmetteur, et l'antagoniste est une molécule pharmacologique, généralement, qui bloque l'effet du neurotransmetteur sur l'élément postsynaptique et les récepteurs. Donc on parlera des agonistes ou des antagonistes. Alors comment mettons en évidence ces récepteurs aux neurotransmetteurs? Eh bien, historiquement, les premières techniques qui ont été faites, et notre maître commun, Bertrand Bloch, qui était notre directeur d'unité CNRS, que nous étions avec Marie-Laure Martin-Mélier précédemment, quand on a fait le master et thèse, etc., avait beaucoup utilisé ces techniques qui correspondaient à, sur des couples histologiques, utiliser des techniques de binding, c'est-à-dire qu'on purifie par exemple le neurotransmetteur, on le marque avec une molécule fluorescente ou radioactive. Alors, autrefois, on utilisait beaucoup la radioactivité, notamment on utilise plutôt les traceurs fluorescents. Et on va voir effectivement ici la présence des récepteurs. Donc on va avoir une zone qui s'allume, qui
caractérise la présence des neurotransmetteurs, alors soit dans un territoire particulier, soit dans des populations cellulaires particulières. Et alors ces techniques de binding qu'on faisait autrefois sur couche, maintenant on peut les faire en imagerie cérébrale, en utilisant donc des petits traceurs qu'on injecte chez le malade et qui vont permettre de détecter en imagerie des récepteurs dans une zone particulière. La deuxième approche, c'était l'approche immunohistochimique, qui peut s'adapter soit en microscopie optique et plus précisément en microscopie électronique. Alors ici, on a mis un traceur dense aux électrons que vous voyez en noir, et vous voyez très bien ici, sur cette épine dendritique, vous voyez l'aspect épineux, ça fait un angle ici, deux synapses, qui sont d'ailleurs des synapses à petites vésicules claires, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui viennent se faire ici, avec ici une fente synaptique, et sur l'élément postsynaptique, vous avez la visualisation par immunohistochimie des récepteurs aux neurotransmetteurs. Et donc, évidemment, ces récepteurs aux neurotransmetteurs, ils vont plutôt caractériser l'élément post-synaptique, comme vous voyez sur la plaque. Vous noterez ici, pour ceux qui sont en présence de mitochondries, ici, et d'un appareil d'organite au niveau de l'élément post-synaptique. Alors, il existe effectivement une complexité des récepteurs, dont l'exemple le plus caractéristique sont les récepteurs de l'acétylcholine. Alors, ça explique la complexité dans le système nerveux central des synapses cholinergiques, qui utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur, et par contre la simplicité de la synapse cholinergique au niveau de la plaque motrice, parce que la plaque motrice, normalement, après le neurone cholinergique, le motoneurone alpha, eh bien, il y a un seul type de neurone canal nicotinique sur la cellule musculaire striée-squelettique. Donc, il y a un seul type de récepteur nicotinique qui permet la dépolarisation des cellules musculaires striées-squelettiques. A l'inverse, il y a plusieurs types de récepteurs nicotiniques dans le système nerveux central, ce qui explique la variabilité des effets de la nicotine au niveau du cerveau et la complexité de ces synapses. C'est un très grand neurobiologiste français, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui a notamment montré la diversité